Chers collègues, en parlant d'un événement culturel qui se déroule dans un tel endroit, on en cite un cas tridimensionnel dont la première dimension est le lieu accueillant cet événement, la deuxième est le sujet provoqué, et la troisième donc c'est le temps de cette provocation, autrement dit le moment choisi pour lancer ce sujet qui doit être approprié à une telle réaction. Cette dernière ayant une facette directe, il a aussi des autres facettes qui se dégageraient par le temps, et ceci qu'on appelle dans cette étude la quatrième dimension. À la visite de la collection permanente d'un musée d'archéologie, on passe virtuellement à notre endroit dans une telle période. On constitue alors à la fin de cette visite une idée subjective de ce qu'on vient de voir. Malgré l'objectivité visée à l'aménagement de l'espace d'exposition, on ne peut pas anticiper parfaitement l'impression qu'il aura le visiteur. Sans le social media, le public profane qui n'a aucune idée du sujet qu'il va voir bientôt puisse être le cas exemplaire pour mesurer l'effet de la présentation muséale. Lorsqu'on implémente le groupe des écoliers de 6 à 8 ans pour observer leur impression à la fin de la visite muséale, présumant qu'ils soient loin de médias, on doit être prudent à la faiblesse de leur expression produite soit par l'excitation, soit par la nuit. Par ailleurs, le grand public romance la visite muséale armée d'arrière-plan et probablement d'un préjuge. Ce dernier, voire hypothèse, est actuellement à l'origine de la visite parce que ce public est toujours à la recherche d'une ou des réponses. À la fin de la visite, le grand public admet ou rejette son hypothèse, mais à la fois, il construit une autre qui le pousse à chercher ailleurs dans un autre musée ou bien de revenir au musée même qu'il vient de quitter. Dès qu'il s'assoit à plus des informations, il se rend dans la catégorie des élites. À ce moment, le grand public devient obsédé à toute exposition temporaire concernant le sujet recherché. À la première entrée dans une exposition temporaire, notre public élite est bien saturé des informations de base de la collection. En observant les objets d'art choisis, le public élite trace chaque titre et sous-titre, chaque mot et toute indication. La salle d'exposition se transforme en champ de fouilles où le public curieux essaie de découvrir toute notion cachée derrière les composants de la collection. Une par une, les notes s'accumulent dans la tête du public élite jusqu'à ce qu'il commence à analyser et recomposer les idées. Des questions accélérées, les réponses pousseraient, mais il y a toujours une ou plusieurs questions qui ne trouvent pas leur destination. Un après un, notre public visé par cette étude suit sa passion en fréquentant les expositions temporaires. Soudainement, un événement social, voire politique, dans un tel endroit aura un vaste décor dévoilant une scène qui a été mal située chez le public étudié. Et voilà, on arrive au cœur du cas proposé par ce discours. On précise alors les quatre dimensions de cas étudiés. Le lieu, en Europe, le musée du Louvre à Paris et le musée de Pergame à Berlin. Deux musées aux collections universelles comptés parmi les 100 musées les plus réputés dans le monde. Le sujet, la collection du monde de l'islam réservée en Europe, le temps de diffusion au début du troisième millénaire, justement après l'institution de l'Union économique et suite au lancement de la guerre antiterrorisme en Afghanistan par l'armée américaine, jusqu'au présent à l'époque de la crise de migration. Et enfin, le message caché sera à découvrir. Suite à l'analyse, on constate que dès le début du troisième millénaire, le musée du Louvre lança sa première exposition temporaire concernant la collection islamique en 2004, un an après la transformation de la section en département. Le premier thème à exposer fut une monographie d'une matière du luxe du bassin oriental de la Méditerranée lorsque la première exposition temporaire de la collection islamique organisée au musée de Bergame fut ouverte en 2006 en présentant un sujet particulier dans le Conseil général de l'islam, c'est la représentation figurative et plus précisément les animaux, dans les œuvres de la presse et de l'onde morale. On peut dire que le lancement du message culturel à la française était plutôt prestigieux et diplomatique par rapport à son homologue allemand qui était courageux et direct. À partir de la première impression des deux messages culturels, on va tracer son évolution au fil d'une dessinée et bref. L'évolution est à étudier en relation avec les événements antérieurs et mondiaux à plusieurs niveaux. Le thème déclaré que le visiteur distinguera suite à la lecture de l'affiche est dans les premières 5 minutes de la visite.
Le thème intégré qui est une étape postérieure à la première impression où le visiteur commencera à déchiffrer le récit de la collection, la période représentée par la collection qui mettra en lumière le temps précis et les événements historiques ciblés par l'historien auteur de l'exposition et qui exprime la politique du musée, et finalement la géographie qui accomplira avec le point précédent l'image restituée de la politique muséale. En commençant par le thème déclaré, on distingue qu'au musée de Louvre, les métiers de luxe dominèrent deux expositions puisque le reste représenta une collection générale. Quant au musée de Berlin, on distingue que la majorité des expositions représenta la peinture et l'art du livre. Concernant le thème intégré qui s'affranchit en s'approfondissant dans la collection, on trouve qu'au musée de Louvre, une parmi 6 expositions au thème général n'a aucun message que l'art du monde musulman. C'était l'exposition des œuvres venant de New York et plus précisément du musée de métropolitain. Un point d'exclamation saute ici en essayant de comprendre la stratégie visée par l'auteur de cette exposition et sa neutralité explicite. D'autre part, 4 expositions hors des thèmes allégorisés, le chiisme, la littérature safavide et l'histoire pré-islamique de Perse de l'islam et l'histoire du Maroc. Il faut noter ici que les deux thèmes, le chiisme et la littérature safavide, furent présentés simultanément. L'un de ces thèmes présenta la vie religieuse à la chiite, doctrine et mythe, puisque l'autre présenta la vie intellectuelle dans un climat chiite, écrit et figuré. Cet événement eut lieu en 2007 dans le cadre de la coopération signée en 2004 avec l'Organisation du patrimoine culturel, de l'artisanat et du tourisme iranien. Cette coopération fut rompue en 2011. En ce qui concerne le thème intégré dans les expositions temporaires au musée de Bergame, on trouve que la représentation figurative domina 6 expositions. Chaque fois, la représentation voulait voir là un thème profond comme les animaux, les symboles, la spiritualité, le réalisme, la célébration et puis la nature au sens propre et ceci figuré. On remarque qu'il y avait une série d'analyses reliées au message diffusé par la première exposition en essayant de comprendre la peinture à l'époque musulmane. Cette série provoqua la contradiction avec le concept généralisé de l'iconoclasme islamique. Parallèlement, la série des expositions présentant la calligraphie au premier niveau essayèrent de dévoiler plusieurs phases de la société musulmane, la religion, la science, la citadinité contre la royauté et les relations diplomatiques. D'une part, l'art du livre qui unit la peinture et la calligraphie présenta la religion, les mythes et la littérature, et d'autre part, il présenta la technique de couverture et l'influence étrangère. Cette dernière, que ce soit occidentale, comme on a vu à l'art du livre, soit orientale à la peinture, nous pousse de s'interroger au choix d'axe de la boussole, la Perse et l'Inde. Quant à la période indiquée par l'exposition, on trouve qu'au musée de Louvre, une exposition illustrant l'archéologie à la péninsule arabe. Cette dernière eut une autre importance à la diffusion culturelle grâce aux documentaires dévoilant l'histoire pré-islamique d'une région dédiée à la naissance de l'islam. Et pour des raisons intérieures et internationales qu'on n'en parle pas, aujourd'hui, le média joue un rôle assez grand à la consécration de cette région à l'islam en cachant toute l'histoire précédente. D'ailleurs, deux expositions présentèrent la période des deux dynasties contemporaines, l'Iran safavide et l'Inde mongole, à partir du XVIe siècle. Parallèlement, au musée de Bergame, le nombre le plus élevé, soit 9, est relié aux expositions concernant l'âge moderne, dont 6 qui furent consacrées totalement à la dynastie moghole, à l'Inde. Une seule exposition inclut dans sa collection des objets d'art islamique, c'est le cas de la péninsule arabe déjà mentionnée au musée de Louvre. Présentant une collection mêlant les deux périodes, le Moyen-Âge et l'âge moderne, la première exposition lancée au troisième millénaire fut un cas unique. Sa collection réunit les objets d'art de l'Inde mongole côte à côte avec les objets persans. En ce qui concerne la géographie ciblée par les expositions, on constate qu'au musée de Louvre, 3 expositions ne montrent aucune destination géographique, mais les objets d'art d'un tel musée métropolitain, le musée d'art islamique de Doha et le musée d'Aga Khan à Toronto. Ce dernier, le futur musée canadien à cette époque-là, déclara un sous-thème très clair, le chiisme.
5 expositions couvrirent la Méditerranée, lorsque 3 autres couvrirent l'Iran et l'Inde et la péninsule arabe, où la dénomination géographique est l'océan Indien. Par rapport à la géographie ciblée par les expositions temporaires organisées au musée de Bergame, 3 expositions représentèrent des localités précises, la Djezira, Mésopotamie, Samara et l'Anatolie. 2 autres expositions représentèrent une région précise, la péninsule arabe et le Proche-Orient ancien qui enferme les 3 localités précédentes. La Perse fut singularisée par une seule exposition, aussi consacrée à l'Inde toute seule. Puisque les 2 régions ensemble ont partagé 3 expositions, la Perse partagea avec l'Asie centrale et la Méditerranée 2 expositions, lorsque l'Inde partagea une seule exposition avec une collection dite Mamlouk. La dernière exposition fut un cas particulier en traitant 2 collections inharmonieuses, celle-ci des Mamelouks de Proche-Orient et l'autre de l'Inde mongole. La seule dénomination entre les 2 dynasties est l'Empire mongol. Le contemporain au Mamelouk est l'ascendant de l'Empire mongol à l'Inde. On souligne ici un essai d'une mise en scène comparative accomplissant la série des expositions concernant l'art de livre citées précédemment. En conclusion, on remarque qu'au niveau du thème traité, de la période et de la destination géographique, les expositions réalisées au musée de Bergame déclarent une méthode scientifique assez claire par rapport aux expositions réalisées au Louvre, qui s'appuient sur des thèmes intégrés dans un thème général couvrant tout le monde de l'islam. Si on faisait un zoom avant vers les points communs et les points de divergence entre les 2 groupes des expositions étudiées, on doit trouver des explications pour les phénomènes suivants. L'arrêt d'organisation des nouvelles expositions concernant l'art d'islam dans les 2 musées en 2009. L'arrêt d'organisation des nouvelles expositions concernant l'art d'islam au Louvre entre 2011 et 2013 et surtout après l'exposition de l'Arabie et justement avant le lancement de l'exposition du Maroc. La concentration des 3 dernières expositions au musée de Bergame sur l'Inde en particulier, l'absence de 3e empire moderne, dit l'Empire ottoman, des expositions temporaires organisées dans les 2 musées malgré quoi qu'ils soient, contemporains aux empires safavides ou mongols, présentés répétitivement au musée de Bergame mais occasionnellement au Louvre. Pour l'arrêt des expositions temporaires dans les 2 musées en 2009, on trouve que le musée du Louvre organisa 22 expositions dans cette année, dont une seule affichant le titre « La saison de la Turquie en France ». Cette exposition se constitue de 3 phases, dont la première touche la période de l'Empire ottoman du XIIIe au XXe siècle. L'exposition n'était pas indexée dans l'archive des expositions concernant l'islam. La saison de la Turquie en France dura jusqu'en 2010, où Istanbul fut nommée la capitale de la culture européenne, et au même an, l'exposition de l'Arabie fut organisée au Louvre suite à l'installation de départements dans des nouveaux espaces aménagés grâce à la donation exceptionnelle du prince Al-Walid bin Talal. Un an après, le printemps arabe déclencha où tous les 2, la Turquie et l'Arabie saoudite, jouirent un rôle majeur. Devrait-on penser que l'Arabie, avec son histoire pré-islamique, et la Turquie, avec sa capitale européenne, furent privilégiées par la diffusion culturelle en France avant le démarrage du mouvement politique à teinte islamique? Est-ce que les 2 expositions reliées à ces 2 pays essayèrent de déguiser l'arrière-plan islamique en préparant une version plus appropriée à l'Occident? Quant au musée de Bergame, une exposition représentant la période mongole fut organisée dans le musée d'art asiatique. La même question se pousse dans ce cas aussi, mais avec un peu de réserve par rapport au cas de Louvre. Pourquoi n'a-t-on pas organisé cette exposition au musée d'art islamique en soulignant qu'en choisissant ce sujet, le musée de Bergame ne se fut pas éloigné de sa méthode citée précédemment? D'une part, la mise en lumière de l'Inde mongole loin des mouvements politiques qui déroulent au Moyen-Orient pourrait nous pousser à penser que le musée de Bergame chercha, dans son message culturel, de s'éloigner de la terre de bataille en dévoilant un visage plus particulier de l'islam qui représente un patrimoine plus local que islamique. D'autre part, la destination géographique plus touchante à la périphérie de l'Inde mongole, présentée sous le titre « L'Asie centrale, le Moyen-Orient et la Perse » donnerait un indice
a laissé explicite pour rester à l'écart de la politique, quoique le titre donné inclut le nom moderne des pays intégrés dans le mouvement politique islamisé de nos jours. Mais on se demande ici de cette neutralité extrême appliquée dans le musée de Pergame qui à la fois continue sa méthode scientifique mais elle aussi ferme les yeux d'une grande partie du monde musulman, laissant anticiper le compte rendu d'un visiteur familiarisé avec les expositions temporaires au musée d'art islamique de Pergame. L'iconoclasme lié à l'islam n'a pas la place dans la collection islamique. Les scènes de la joie et du plaisir dans les palais du gouvernement musulman, l'imagination et l'intellectualité dans la société musulmane, l'Inde et la façade de l'empire musulman moderne. Par contre, le visiteur régulier au département d'art d'islam dans le musée de Louvre va rendre compte à deux points. Les arts et métiers dans le monde musulman, la représentation figurative dans le monde du chiisme. En comparant les points cités en dessus, on trouve que le premier groupe, ceci de musée de Pergame, essaie de donner une attitude différente, voire contradictoire de stéréotypes adoptés par les Européens du monde musulman. Lorsque le groupe de Louvre soit assez neutre en représentant des sujets propres, des produits artistiques dans lesquels cela serait possible de lire des indications précises. En fouillant pour l'arrêt des expositions au Louvre entre 2011 et 2013 et d'un point de vue global, les deux dates ont des liens avec deux événements importants. Le déclenchement officiel du printemps arabe en 2011 et l'augmentation de l'afflux des migrants sur les côtes méditerranéennes de l'Union européenne dès la fin de 2013. Selon les pays d'origine des réfugiés arrivant à l'Union européenne du monde de l'islam, jusqu'en 2015, la Syrie vient en tête, Afghanistan la suit, l'Irak, Kosovo, l'Albanie et puis Pakistan. Par contre, le pays accueillant le nombre le plus élevé est l'Allemagne, tandis que la France occupe le rang 6. Vu à l'instrumentalisation de la culture dans les musées, on s'interroge si l'Allemagne était au cours de la préparation d'accueillir les réfugiés musulmans en diffusant son message à travers le musée d'art islamique. Au cas échéant, si on prépare la rue allemande pour recevoir les musulmans, pourquoi a-t-on choisi le modèle indien mongol? Ce dernier n'est pas intégré dans les groupes des réfugiés arrivant en Allemagne. Étant objectif, on dit que le modèle indien le plus joyeux et tolérant pourrait faciliter l'admission d'un nouveau stéréotype du monde musulman différent de ce stéréotype lié à l'origine de la migration vers l'Union européenne, l'islam extrémiste, connu sous le titre de l'État islamique né en 2013. Vu à la proportion des réfugiés accueillis par la France par rapport au nombre élevé en Allemagne et le moment de silence dans les expositions d'art islamique au Louvre étendues entre 2011 et 2013, on ne peut pas désigner facilement l'orientation politique de messages diffusés à travers l'exposition temporaire. Comparé avec le nombre accéléré des expositions temporaires organisées dans le musée d'art islamique à Berlin pendant cette même période et comparé aussi avec le nombre de réfugiés le plus élevé en Allemagne jusqu'en 2015, on doit réfléchir un peu. De tout ce qui est présenté ci-dessus, on constate le rôle politique de la présentation muséale, même qu'il soit allégorisé au direct. En tant qu'un composante nécessaire à chaque présentation, donc nous essayons d'orienter le message diffusé par le musée pour le bénéfice de l'histoire d'art et d'archéologie islamique, le but de ce colloque. Le musée de Pergame déjà commencé d'instrumentaliser la collection islamique pour réconcilier les réfugiés avec leur patrimoine dans le cadre du projet dit Mustaka, financé par les amis du musée d'art islamique. Ce genre d'activités serait à l'origine de l'incitation de la nostalgie chez les émigrés en général et chez les réfugiés d'aujourd'hui précisément. Cet effet est bien fonctionné dans la collection permanente du musée, mais on parle ici des expositions temporaires adressées actuellement aux élites, parmi lesquelles ça soit rare de trouver des réfugiés. Alors, pour cet espace d'exposition temporaire d'un musée à collection universelle, on recommande de réviser et réformer le programme des expositions à venir. Mesdames, Messieurs, chers collègues, en parlant mauvais. On l'a fait très loin
de l'ordinateur. Et alors, on a, au dernier moment, peut-être amélioré les sons, mais ça ne fonctionnait pas. Mais nous avons accompli. Merci par votre patience. Si vous avez des questions, je peux vous la résoudre. Alors. Non, malheureusement, parce que c'est une comparaison. It's very interesting the relationship between the exhibition in the two different museums. But okay, we open the last. Is la última? The last intervention of this Congress, and thank you very much.